Du coup, ce que je vous propose, c'est sous vos applaudissements d'inviter mes premières panélistes, à savoir Anne-Claire Pache, Associate Dean Global Sustainability à l'ESSEC, Rosemée Lucotte, co-founder et CEO de Change Now, ainsi que Julia Lemarchand, éditrice et journaliste aux EcoStarts. Bonjour. Allez, on veut des applaudissements, là, c'est la meilleure scène, je vous ai dit. Merci beaucoup à toutes les trois de nous avoir rejoints. Anne-Claire Pache, je le disais, Associate Dean Global Sustainability à l'ESSEC. Bienvenue Anne-Claire. Rosemée Lucotte, cofondatrice et CEO de Change Now. Bienvenue Rosemée. Et Julia Lemarchand, éditrice, rédac-chef chez les EcoStarts. Bienvenue à toutes les trois. Et on va commencer du coup par toi, Rose. J'aimerais, sur cette première intervention, te poser la question quand on dit mettre de l'impact dans sa carrière, quand on le dit à Change Now, quand on regarde ton parcours en tant que cofondatrice de Change Now avec les cofondateurs, comment est-ce que ça fait écho chez toi? Et est-ce que tu peux revenir sur la genèse, puisque je crois que Change Now, d'une certaine manière, c'était pour vous l'opportunité de mettre encore plus d'impact dans vos carrières. Oui, tout à fait. Donc, déjà, bonjour à tous. Et je suis ravie que vous soyez là. Bienvenue, même si ça fait peut-être un petit moment que vous êtes à Change Now, bienvenue ici. Donc moi, mon parcours en termes d'impact, il a commencé en école de commerce, au moment du premier cours d'école de commerce, où je me rappelle très bien de la question qui nous a été posée, qui était très simple. Quelle est la mission d'une entreprise ? Moi, je venais avec plein de raisons en fait, de créer des entreprises. Et en fait, il y avait une seule réponse qui nous a été apportée. Alors c'était en anglais, c'était « to maximize profit ». Et ça m'a un peu calmée. Voilà, je me suis du coup posé beaucoup de questions sur finalement le sens de mes études, le sens que j'allais donner aussi à ma carrière, aux 40 prochaines années. Et donc moi, voilà, ça a été le début d'un vrai parcours de quête de sens. En sortant d'école, moi j'ai d'abord cherché le sens en renouant avec ce qui m'avait passionné avant en école, qui était la biologie, la science de l'humain, du corps humain, et donc je me suis orientée dans la santé. Donc j'ai fait 8 ans dans la santé, où je me suis beaucoup plu. Et puis après, il y a eu un peu un ouragan. Après j'ai rejoint en fait déjà une multinationale. Je fais un parcours d'abord dans une PME familiale, puis une multinationale. Et là, même s'il y avait du sens dans le secteur que je servais, la façon dont les choses se faisaient, il y avait quelque chose qui n'était pas en cohérence. Donc déjà, là, j'ai vécu une vraie remise en question. Et puis après, j'ai eu un bébé. Et du coup, ça m'a donné la chance, non pas de me projeter pour lui, c'est un peu égoïste, mais d'avoir un congé mat. Et je suis partie en road trip avec mon mari, en l'occurrence Santiago, avec qui on a fondé Change Now. On est parti en road trip pendant 40 jours. Notre bébé avait lui-même 40 jours, donc il était tout petit. Et ça a été un voyage initiatique où beaucoup de choses ont été repensées. Notre vision du travail, notre vision, le rapport à la liberté, aux choix de vie qu'on fait, choix familiaux, choix professionnels. On avait une idée un peu folle, voilà, qui était de rassembler ceux qui voient l'entreprise d'une autre manière, qui veulent donner du sens à l'entreprise, des entreprises qui veulent changer le monde. Voilà, ça s'appelait pas encore Change Now, mais ça en avait exactement l'allure. Et en fait, on a commencé à en parler pendant ce voyage et on est revenu. On a été tellement transformés qu'il y avait une espèce d'évidence qu'il fallait donner cette chance à ce projet. Et du coup, on a changé nos carrières et on a lancé Change Now. Et voilà, non seulement ça a donné du sens, moi, énormément à ce que je fais, mais je vois que ça donne du sens aussi à beaucoup de gens. Donc, beaucoup d'autres acteurs de l'écosystème, aussi bien ceux qui sont ici et votre équipe. Et ben, merci pour ce premier témoignage, Rosemée. Ça me donne envie de me tourner vers vous, Anne-Claire, à deux niveaux. Le premier,
les écoles de commerce enseignent-elles encore le maximize profit? Est-ce que c'est ça la doctrine et comment ça évolue d'une part? Et puis la deuxième, comment est-ce que vous ressentez de votre côté auprès des étudiants cette quête de sens qui nous est partagée par exemple par le parcours de Rosemay? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est palpable côté étudiant? Et puis est-ce que c'est aussi quelque chose que vous ressentez côté entreprise? Alors, des Rosemay, on en a plein nos salles de cours, effectivement. Donc, à l'ESSEC, on a, je dirais, vraiment le reflet, et je pense que c'est le propre dans l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur, on a le reflet de ce qu'on a dans la société, c'est-à-dire on a à peu près 10% de nos étudiants qui sont des militants, qui sont très exigeants, qui nous challengent, qui trouvent qu'il faut aller toujours plus loin, aller plus vite, aller plus profond sur les sujets de transition écologique et sociale. On a, on va dire, 80% d'étudiants qui sont peut-être moins au clair sur ces enjeux, mais qui sont voilà, preneurs d'informations et prêts à y aller si tant est qu'on les équipe. Et puis, on a la réalité de la société aussi, qui est qu'il y a quelques étudiants qui disent « mais pour moi, je suis là pour maximiser mon retour sur investissement et donc ces sujets-là ne m'intéressent pas ». Donc, on a voilà, un panel très large d'étudiants comme dans le reflet de la société. On a, cela dit, fait une enquête très récente qui suggère que globalement, y compris chez ceux qui ne sont pas forcément des militants, mais on a aujourd'hui une jeunesse, et c'est fondamental, et merci à eux, très consciente de ces sujets-là. Donc, plus de 70% disent les sujets sociaux et environnementaux sont une préoccupation importante, et je prendrai en compte cette dimension-là dans le choix de mes futurs métiers. Donc, tous ne termineront pas, voilà. On va dire dans des carrières complètement dédiées dans les ONG environnementales, mais un certain nombre d'entre eux, en tout cas, screeneront les opportunités professionnelles à l'aune de ces critères-là. Côté entreprise, on a, et ces dernières années notamment, je dirais deux mouvements. D'abord, un mouvement qui est que les entreprises, elles sont aussi dans une prise de conscience, elles ont des réglementations qui changent, et donc elles ont de plus en plus conscience qu'elles doivent se transformer, certaines profondément et sincèrement, d'autres peut-être un peu plus dans une logique de communication et de réputation, mais on a ce mouvement-là, et on a des entreprises nombreuses, des grandes et des petites, qui viennent nous voir en disant on a besoin que vous formiez vos étudiants à, évidemment, au marketing, à la finance, à la stratégie, mais aussi aux enjeux du développement durable, et notamment combien ils viennent percuter la finance, le marketing, la comptabilité, etc. Donc, on a ces attentes-là des entreprises, avec par ailleurs un stress assez fort des entreprises dans leur capacité à recruter nos étudiants et des jeunes diplômés en général, et donc une conscience de leur part aussi que pour les attirer, il va falloir qu'elles soient au niveau, si tant est qu'elles n'étaient pas convaincues de la nécessité de changer leur modèle et leur business model à l'aune des pressions environnementales. Elles ressentent probablement, en tout cas une partie d'entre elles, la nécessité de changer leur modèle sur la pression de leur capacité à attirer nos élèves. Certaines entreprises sont très inquiètes de ne plus réussir à embaucher, et elles utilisent souvent, du coup, des formes de transformation et des changements dans leurs pratiques sur les sujets de transition comme une manière de répondre à leurs attentes. Ces vecteurs d'attractivité. C'est ça. Et donc, on reviendra après sur le sujet. Nouveau paradigme égale nouveau métier d'une certaine manière. Certains habituels qui se transforment. Et donc, nouvelles compétences. On y reviendra juste après sur le comment faire. Avant ça, Julia, aux EcoStart, vous avez beaucoup d'articles qui sont publiés sur ce sujet-là au global parce que vous avez une audience qui se pose des questions. Et puis, vous avez co-construit et sorti avec Change Now le classement, un nouveau classement des écoles qui va être vigilant à mesurer justement ces critères-là dans la manière dont les enseignements sont faits. Première question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que ça répond vraiment à une demande de
cadrer comme ça une nouvelle grille de lecture pour le classement des écoles qui d'habitude est quand même plutôt concentrée sur le salaire ou l'attractivité à l'international. Et puis qu'est-ce que tu observes année après année? On est rendu à combien? 3e? On a eu 3 éditions. Ouais. Comme évolution vis-à-vis de la transformation. 2 questions donc. Juste peut-être au préalable, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas les EcoStart, qui est un jeune média qui parle aux jeunes futurs décideurs. En fait, c'est les échos pour les plus jeunes, ceux qui sortent d'école et d'université et qui se destinent à prendre des fonctions et donc qui ont des exigences très fortes et sur le salaire et sur le sens, les deux. Voilà. Et donc, comme on parle à cette cible-là, on a bien vu que ça ne devenait pas forcément le critère numéro 1 de choix, parce que ça reste quand même le salaire, soyons clairs, mais la question du sens et donc de l'engagement de l'entreprise, c'était quelque chose qui devenait peut-être excluant. C'est-à-dire que si l'entreprise ne s'engage pas, je n'y vais pas. Voilà, donc ça, c'était le premier constat. Et sur les écoles, les études le montrent. La dernière étude, c'est du RESES qui date de septembre de l'année dernière. C'est 7 étudiants sur 10. Là, je prends tout, pas les grandes écoles, mais tous les niveaux et toutes les typologies d'étudiants réclament d'être plus formés aux enjeux de la transition. Donc 7 sur 10. Et en fait, ça fait la 3e étude. Ils en font une tous les 3 ans. Et ce chiffre-là ne bouge pas. Donc, alors, il y a 2 interprétations. Oui, il ne bouge pas parce que les écoles ne bougent pas. Et je ne pense pas que ça soit le cas parce que le classement, notamment, a contribué à faire changer des choses. J'y reviendrai. Mais aussi, les étudiants sont de plus en plus... ils ont une acuité quand même, un intérêt de plus en plus marqué sur ces sujets-là. Une connaissance aussi plus marquée. Dans les écoles, il s'est passé des choses aussi. On parlait beaucoup de climat. Maintenant, on parle de biodiversité, on parle de ressources. Et donc, c'est un sujet qu'ils ont compris qui était beaucoup plus... global. Donc, en fait, il y a quand même une demande des étudiants. Il y a une demande des écoles aussi, parce qu'en fait, elles veulent se transformer, mais elles ne savent pas forcément par quelle boule prendre. Alors, il y en a qui sont partis assez tôt, notamment l'ESSEC, qui était quand même numéro 1 du classement. Donc, en l'occurrence, c'est plutôt des pionniers et des bons élèves, voire les très bons élèves. Donc, c'est un classement qui se fait sur 6 domaines de notation. Il y a 160 points à les récupérer. Sur 6 domaines, le principal, c'est la formation quand même, mais il peut y avoir aussi la gouvernance, il peut y avoir les associations, il peut y avoir les carrières ensuite, les alumni, etc. Voilà, vous avez à peu près l'équivalent d'un 17 sur 20. La moyenne, c'est un 12 sur 20 sur la soixantaine d'écoles, 65 écoles qui ont participé à la dernière édition, à la 3e édition. Donc c'est quand même un jeune classement. 65 écoles de commerce et d'ingénieurs qui ont participé, c'est quand même... c'est assez vite monté, en fait. Donc, elles avaient besoin, manifestement, de se comparer entre elles et d'avoir des critères pour voir comment aussi elles crantaient leurs efforts d'année en année. Et j'ai l'impression que par exemple, les premières 2 classes dans les classements habituels type HEC n'y allaient pas forcément au début. Ils ne sont pas venus sur les 2 premières éditions. Mais voilà, il y a une force d'entraînement. Là, ils sont allés sur la 3e édition. Donc, on pense que ça fait avancer les autres, en fait, qu'il y ait des modèles, qu'il y ait des feuilles de route qui soient un petit peu... Et puis, on a besoin de référentiels, on a besoin d'outils de mesure aussi pour pouvoir, évidemment, penser sa stratégie d'amélioration. Voilà. Okay. J'ai répondu à tes questions? Oui, je crois bien que oui. Ouais. Ouais. Et puis, j'y reviendrai si j'en ai d'autres. Rosemée, j'avais une question un peu similaire pour toi en tant qu'observatrice, puisque ça fait depuis 2017 que tu es dans l'écosystème. Vous avez à Change Now aussi cette brique emploi via notamment la Job Fair. Qu'est-ce que tu as pu observer? Donc, cette Job Fair, elle a lieu tous les ans depuis 2018 à peu près. Qu'est-ce que tu as pu observer au fur et à mesure des années en termes peut-être de nombre d'emplois, de nombre de candidats? Est-ce que parfois on nous demande est-ce qu'il y a vraiment des jobs dans l'impact? Je crois que ta réponse au général c'est oui. Comment tu peux nous témoigner cette évolution-là? Oui, donc ce projet, c'est un projet que j'ai initié, mais suite à un autre événement qu'on avait monté avant Change Now, qui était une job fair des startups de la tech. Et en fait, on avait fait un questionnaire aux participants et on leur avait demandé quel type d'entreprise ils cherchaient à rejoindre. Et on s'est rendu compte que 80% de nos candidats cherchaient à rejoindre des entreprises qui avaient du sens. Donc là, on s'est dit, OK, on est en train de monter Change Now.
on va peut-être arrêter de faire pour la tech, mais on va plutôt faire englober en fait cet événement dans Change Now pour faire vraiment un salon de recrutement dédié aux entreprises de l'impact et aux métiers de l'impact. Ce qui s'est passé également, c'est que donc on sait qu'il y a énormément du coup de quêtes de sens. On en parle là depuis tout à l'heure. Nous, on l'avait observé déjà en 2017-2018. On le voit encore aujourd'hui dans les chiffres. Plus de 90% des cadres souhaitent donner du sens à leur métier. Mais en parallèle, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a également 83% des recruteurs qui nous disent qu'ils ont du mal à trouver les bons profils. Donc là, il y a quelque chose qui ne marche pas en fait. On a des talents qui ont envie de s'engager et puis des entreprises engagées qui n'arrivent pas à recruter. Donc en fait, la Job Fair, c'était un outil qui s'avérait en fait extrêmement utile pour les recruteurs pour créer ce pont entre personnes en quête de sens, professionnels en quête de sens et entreprises qui recrutent. Parce qu'on a une tendance, on a eu là sur les 2 dernières années, les levées de fonds dans l'impact ont été multipliées par 3. Donc on a une vraie tendance, on a une vraie croissance sur les entreprises de l'impact, sauf que soit elles ne sont pas connues, donc elles ont un problème de notoriété par rapport aux grandes entreprises vers lesquelles les talents s'orientent assez facilement. Donc il y a d'une part ce problème de notoriété, il y a une question aussi de moyens, passer par une agence de recrutement des chasseurs de tête, et ça coûte très cher. Donc quand on est une start-up, même si on a fait une levée de fonds, on est plutôt réticent à mettre l'argent là-dedans. Et puis, ça demande également beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce qu'en fait, quand on poste une annonce, et moi je peux en témoigner parce qu'à Change Now, je m'occupe également des recrutements. On a commencé, on était 3. Aujourd'hui, à l'approche de l'événement, on est 40. À l'année, on est 25-30. Donc toute l'année, déjà, on a au moins 10 postes à recruter. Et puis, on a fait une forte croissance. Donc moi, le sujet du recrutement, j'y ai été largement confrontée. C'est pas un problème de candidature qu'on a, en fait. C'est un problème de matching entre les deux. On reçoit des tonnes de CV et donc on passe à côté. On peut passer à côté des bons profils et à travers un événement comme une Job Fair, en fait, on va pas rencontrer la personne sur son CV. On va rencontrer la personne sur l'humain. Et je pense que dans l'impact, l'humain est extrêmement important. Le fit avec le candidat est extrêmement important et c'est précieux en fait que ce soit cette clé d'entrée. En général, en quelques minutes, on sent le fit. Et nous, d'ailleurs, dans l'équipe, on a plusieurs personnes. En vrai, on ne s'est pas embêté. On a mis notre stand aussi dans les Job Fairs. Et en fait, on a recruté une partie de l'équipe grâce à ces événements. Donc voilà, on sent qu'il y a ce besoin de pont entre talent et entreprise, mais de pont de qualité au niveau humain pour favoriser les recrutements et accélérer en fait ces métiers d'avenir. Et du physique pour se rencontrer, même si on était sorti d'une phase très digitale. En fait, la Job Fair, je me souviens, en sortie de Covid, nous a permis de nous reconnecter pendant les processus de recrutement aussi. Et ça, c'est important. Ah, mais c'est essentiel. Le Covid, c'était un très, très bon exemple, en fait. Parce qu'on a fait des événements digitaux, on a fait des essais de mise en relation en digital, et en fait, on a eu la réponse que ça ne marchait pas. Donc voilà, si peut-être il y a quelques années, on se disait ça va être l'évolution, on se rend compte qu'en fait non, on a fait le test, nous Change Now, on l'a fait en digital. Alors c'est intéressant pour partager du contenu, mais clairement en termes de retombées, par contre de connexions, d'histoires qui se sont écrites, elles ne se sont pas écrites pendant les événements digitaux, franchement. Ok, merci Rosemay. Du côté du coup de ces nouveaux métiers, effectivement, il y a les métiers qu'on peut trouver à la Job Fair, l'écosystème de l'impact qui sont en général les startups à impact que tu viens de nommer, qui lèvent de plus en plus, les licornes qui arrivent. Il y a aussi évidemment les entreprises en transformation, des entreprises à mission, des entreprises qui s'engagent, qui recrutent sur des postes de transformation. Comment on peut développer une stratégie lorsqu'on est en école de commerce pour monter en compétence sur ces sujets-là et vers quel métier, finalement, on peut s'orienter? Alors, il y a une grosse responsabilité côté école à effectivement transformer ces contenus pour être en phase avec les besoins de la planète et des organisations et entreprises.
Et effectivement, un classement comme le classement Change Now, les Échos, Start, est une bonne manière de prendre la température de où on en est de cette transformation. La transformation, elle a besoin de se passer à 2 niveaux. Un, sur la transformation des cours fondamentaux de gestion, c'est-à-dire qu'en école de commerce, on a en grande majorité des cours d'économie, de finance, de marketing, de comptabilité, de contrôle de gestion, etc. Et ces cours-là, il faut qu'ils soient, en tout cas pour certains d'entre eux, transformés à l'aune de ces nouveaux enjeux. Il y a des invariants, et puis ensuite, il y a des transformations nécessaires sur la comptabilité environnementale, sur comment est-ce que, en matière de contrôle de gestion, on pilote, pas uniquement sur la performance financière, mais aussi sur la performance sociale et environnementale. En marketing, comment on repense les notions de consommation, de marketing, etc. En finance, enfin, je pourrais prendre comme ça chacune des disciplines. Donc là, il y a un vrai enjeu dans les écoles de transformer ces cours-là, plus de rajouter un contenu sur les enjeux du climat, les enjeux de la biodiversité, les enjeux des limites planétaires, et de comprendre aussi combien, à l'aune de ces enjeux, les business models doivent être repensés, les stratégies d'entreprise doivent être repensées, etc. Après, il y a besoin aussi d'offrir, en tout cas à l'ESSEC, c'est comme ça qu'on a procédé, on a changé, on va dire, le cœur du réacteur, en même temps qu'on a créé des opportunités de spécialisation pour ceux qui veulent vraiment devenir les experts de ce sujet-là. Ce n'est pas le cas de tous les étudiants, mais certains d'entre eux. Et donc là, on a un cursus de spécialisation en transition écologique, en économie circulaire, en innovation sociale, en transition des modèles de nourriture, en finance verte, etc. Donc ça, c'est vraiment voilà, une double transformation. Changer le cursus généraliste et ensuite creuser les spécialités. En termes de débouchés, on a beaucoup parlé récemment des bifurqueurs qui ont pris la parole fortement en disant on veut renoncer, en tout cas tourner le dos au modèle capitaliste, aux grandes entreprises pour creuser des voies alternatives. Je dirais là aussi, je pense que c'est très important qu'on ait des bifurqueurs, des jeunes diplômés très engagés dans des ONG, dans la promotion de modèles alternatifs, etc. Mais c'est aussi très important qu'on ait des soldats de la transition, c'est-à-dire des jeunes qui vont s'engager dans les grandes entreprises existantes pour accompagner leur transformation. Alors, ça va prendre du temps. Certains vont dire, mais c'est pas moi tout seul, jeune diplômé, logé quelque part. Mais très concrètement, à l'ESSEC, on a à la fois Vinciane qui travaille dans une bergerie dans la Drôme, et puis on a Mathieu qui travaille à la BNP sur les financements verts, et puis on a Mathieu qui est au Moyen-Orient, qui travaille avec Accor sur les sujets de RSE. Et ils ont tous leur place, ils ont tous leur capacité à apporter leur pierre à l'édifice et à changer le monde, chacun avec sa voix, en fait. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, c'est sans ambiguïté. Il nous faut les bifurqueurs, les militants de terrain, et on les accompagne dans certains de nos cursus. Mais il nous faut aussi les soldats qui vont transformer les entreprises existantes. Aller au bon endroit, à la bonne place. Il y a un petit guide, je crois, pour s'orienter sur ces questions-là lorsqu'on sort d'école ou même qu'on est en parcours. Comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne stratégie? Et puis, en particulier, si on doit aller dans une grande entreprise ou dans une entreprise engagée, qu'est-ce que vous mettez dans ce guide comme recommandation pour choisir et éviter le greenwashing? Oui, alors juste petite auto-promo, ce guide-là, il est gratuitement, il est distribué gratuitement sur le stand des Échos qui est entre les deux bulles, voilà, pas très loin là-bas. Donc si ça vous intéresse, ces sujets-là, il y aura tous les conseils parce que je ne vais pas pouvoir résumer ça en 2 secondes. En gros, il y a pas mal Enfin, je me suis notée, donc c'est vraiment bullet point, hein, mais il existe parce qu'on a parlé des grandes entreprises et puis des voies très alternatives, mais il y a plein d'entreprises type Change Now, plein d'écosystèmes dans l'économie sociale et solidaire, etc. Et il y a des labels il y a des entreprises qui arrivent à décrocher des labels, donc c'est quand même
un indicateur que elles sont engagées, qu'elles se mesurent, qu'elles se fixent des objectifs. Donc, on peut citer les entreprises à mission, qui ne sont pas forcément des petites entreprises d'ailleurs. Donc là, il y a quand même un comité de mission. Donc, il y a un suivi. C'est contrôlé par des prestataires externes, etc. Donc, un contrôle externe. Donc ça peut être un indicateur d'un engagement. Il y a les Bicorp, je crois qu'ils ont un stand pas loin. Il y a la Convention des entreprises pour le climat, CEC. Donc une entreprise qui fait partie de ce mouvement-là, c'est quand même plutôt un bon signal. Voilà. Il peut y avoir le mouvement Impact France aussi. De la même manière, là, au départ, c'était plutôt des entrepreneurs, mais ça s'est élargi à des entreprises un peu plus grandes qui sont engagées dans un mouvement de transition. Les jeunes et nous-mêmes, journalistes d'ailleurs, on a toujours peur de se faire greenwasher. Donc, il existe. Alors, en tant que là, je passe un entretien d'embauche et je discute. Je pense que l'humain reste quand même si on le sent ou on le sent pas, on voit le discours, on voit s'il le fit. Parce que voilà, il y a une histoire. Le recruteur, il vous raconte une histoire. Après, il faut aller vérifier l'histoire, évidemment. Mais déjà, si l'histoire est intéressante, s'il y a des preuves dans l'histoire qui est racontée, s'il y a de l'antériorité aussi, ils n'ont pas commencé la veille, mais en fait, c'est une démarche qui a déjà été initiée il y a un petit moment. Donc, la sincérité de la démarche. Le leadership, parce que le dirigeant, il prend, parce que ça commence quand même d'en haut. Si le dirigeant a pris la parole sur ces sujets-là, même sur les réseaux sociaux, regardez ce que dit les gens de la RSE, ce que dit le patron. Là, il y a un affichage quand même qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a une planification? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont définis? Quelles sont les valeurs? Je pense que des entreprises qui jouent l'humilité, c'est quand même plutôt bon signe, parce que le job, il est quand même très important de transformer des organisations. Donc, si on dit qu'on a déjà tout réglé, c'est que c'est pas très... moi, je dirais pas très confiante, quoi. Ouais. Après, on peut échanger avec des salariés aussi sur les réseaux ou dans ce genre d'événements, par exemple, pour un peu tester sur le terrain qu'est-ce qui se passe en fait dans ton entreprise. Ouais. Et puis après, il y a tous les rapports. Si on veut vraiment se plonger, les rapports extra-financiers. Okay. Ce genre de choses qui sont la presse, évidemment. Je recommande de lire la presse. Et enfin, peut-être dernière chose, sur des plateformes comme Pour un réveil écologique, avec qui on a beaucoup travaillé sur le classement d'ailleurs des écoles, ils ont tout un espace pour aller se poser les bonnes questions, des exemples de questions en fait à poser aux recruteurs. On va devoir conclure, c'était déjà une très bonne liste. J'espère que vous avez tout noté. Sinon, c'est dans le petit guide que vous pouvez retrouver. Et puis, donc pour un réveil écologique, la Job Fair Impact, des formations dédiées et en transformation. C'était notre premier panel pour évoquer ces sujets-là. Je vous remercie toutes les trois. Merci. Et puis, je vous dis bonne fin de salon et à très vite. Bonne suite. Merci.